passe donc au fonctionnement écologique des vasières et à leur suivi. Notamment la première présentation sera celle de... Le lien de l'offre Voilà. sur le projet suivant. Voilà, il y a Augustin aussi, bien entendu. On est trois, ouais. Ok. Merci bien. Effectivement, c'est moi qui vais faire l'introduction et puis par contre, on va faire une présentation à trois, donc avec Ajar et puis Augustin que vous devez connaître parce qu'il a terminé deuxième au fameux quiz Seine-Aval. Merci. Donc effectivement, moi qui suis du laboratoire M2C évidemment et les deux collègues qui sont du laboratoire Isomer de l'Université de Nantes. Donc concernant SUIVA, donc le réseau de suivi morphologique et écologique des vasières de l'estuaire de Seine, c'est un projet qui a une grosse moitié de son fonctionnement. Les objectifs globaux du projet, c'est de comprendre les principaux patrons de variation temporelle et spatiale du sédiment et du microphytobenthos pour comprendre les relations fonctionnelles sur les vasières intertidales de l'estuaire de la Seine. Et on souhaiterait, dans ce projet-là aussi, commencer à proposer des préconisations pour le suivi de l'évolution temporelle, mais aussi spatiale, des vasières de l'estuaire de Seine. Alors ça s'appuie sur, je vais revenir ensuite dans le détail, sur la Seine, donc sur 3 vasières différentes. Et puis également, au travers d'un projet européen que certains connaissent ici certainement, on fait aussi des manips qui sont similaires sur la vasière de Corsé au niveau de la Loire. Si je fais un petit zoom sur les sites d'études de l'estuaire de la Seine, donc on est sur la partie aval, hein, je ne vais pas revenir sur l'importance des vasières d'un point de vue écologique, d'un point de vue stockage des contaminants, etc. Il y a eu des présentations là-dessus, hein, bien évidemment. Donc on est sur la vasière nord, alors sur la partie juste en aval du pont de Normandie, hein, sur laquelle on a travaillé. Donc évidemment, c'est la plus grande vasière de l'estuaire de la Seine qui a fait l'objet de différentes études. Ensuite, on est sur une seconde vasière un petit peu plus en amont, comme vous voyez au niveau de l'île Bonne, hein, juste à côté du site Exxon, qui est un travail qui est justement de renaturation qui a été fait par Aropa, hein, qui a cassé la digue il y a quelques années, et pour remettre en place un système relativement naturel. Donc vous voyez ici, hein, la pente et puis ce qu'on a au niveau de cette vasière, hein. Donc on travaille environ sur 35 000 mètres carrés. Et la dernière vasière, la vasière du Trait, hein, là on est en vasière d'eau douce pour le moment, hein, on est encore en vasière d'eau douce la majorité du temps. Donc également une vasière de petite taille, hein, autour de 42 000 mètres carrés. Qu'est-ce qu'on a fait sur l'ensemble de ces vasières? Le protocole est toujours le même sur chacune des vasières. Eh bien, on a fait 8 campagnes, y compris sur la Loire, hein. Donc on a fait au total 8 campagnes de terrain, donc environ 40 jours au total. Donc ce sont des campagnes communes. Ensuite, chacune des équipes sur la Loire ou sur la Seine a pu travailler séparément. Donc l'idée, c'est de travailler sur la cartographie des habitats intertidaux et sur la connectivité. Ça, pour la présentation d'aujourd'hui, on ne va pas forcément en parler. Ça fera notamment l'objet d'un stage de M2 en 2026 au niveau de l'Université de Nantes. Augustin parlera plus spécifiquement de la cartographie de la biomasse du microphytobenthos. Et vous voyez, on parle de l'acquisition du biais qui existe au niveau du NDVI, on en a parlé tout à l'heure, mais entre la mesure de terrain, entre le drone et la donnée satellite. Donc, une des problématiques importantes de ce projet, c'est justement cet emboîtement d'échelle entre la mesure in situ, la mesure un petit peu plus large par drone, et puis la mesure grande échelle par satellite. Et puis, la cartographie de la production primaire qui sera abordée à la fois par Augustin et aussi par Ajar. Et puis, en complément de cette partie-là, on a aussi voulu regarder la relation entre l'évolution du microphytobenthos, ou la présence-absence du microphytobenthos et son activité, en fonction des paramètres du sédiment. Donc on a fait à la fois de la mesure in situ, hein, avec des capteurs de pression et des altimètres. On a fait également du drone pour obtenir des modèles numériques de terrain sur quelques dizaines de mètres carrés. Et puis, j'en parlerai pas aujourd'hui, enfin on pourra en parler si vous voulez, mais on a aussi travaillé autour de l'installation de caméras images et puis
proche infrarouge, justement pour automatiser une mesure au niveau de ces vasières. Si je fais d'abord le zoom un petit peu sur la partie sédimentaire, donc vous avez ici l'évolution des vasières qui est obtenue en un petit point, quelques millimètres carrés au niveau de la vasière, hein. Donc vous avez en rouge la vasière nord, en vert la vasière de Lillebonne et en bleu la vasière du Tré. Donc c'est une série sur une année. Et lorsque la courbe monte, c'est de la sédimentation qu'il y a eu, et lorsqu'elle descend, c'est de l'érosion. Donc vous voyez, la première chose qu'on peut se dire, c'est que les trois vasières ont des dynamiques qui sont quand même relativement différentes. On a une vasière qui est très active, qui est en vert ici, qui est la vasière de Lillebonne, hein, comme vous voyez. Elle est stable à l'année, mais avec une évolution de sa surface qui est très importante. La vasière nord, à cet endroit-là, comme vous le voyez, hein, on a assez peu de choses qui se passent, en fait, qui est assez stable à cet endroit. Et la vasière en bleu, hein, vous avez la vasière du Tré, et comme vous le voyez, on a une érosion qui est relativement constante, avec très peu de périodes de rechargement. Avec très peu de périodes de rechargement, pardon, et une érosion constante à l'échelle de l'année. Donc vous voyez ici, c'est en centimètres, hein, donc on est sur des variations au total de l'ensemble des vasières, entre plus 15 et moins 15 cm. Je vais faire un petit zoom sur la vasière de Lillebonne, qui est la plus dynamique, hein. Si on regarde un petit peu, j'ai ici tracé différentes données. Donc en haut, vous avez les données de débit à Vernon. En dessous, vous avez l'élévation, la variation de la topographie de la vasière de Lillebonne. Et ensuite, vous avez les hauteurs d'eau à Tancarville et la turbidité Tancarville-Fond, qui est la station Synapse la plus proche. Et puis pour les hauteurs d'eau, hein, elles ont été récupérées d'hydroportail au travers d'Aropa, pardon. Donc ce que vous voyez, ce à quoi on va s'intéresser, hein, ce qu'on voit, c'est en fin d'été, milieu d'été, à partir de mi-août et jusque novembre. En fait, la recharge que l'on observe ici, elle est liée à une turbidité qui est plus forte, hein. On va recharger la vasière lorsque la turbidité est la plus forte. Ça, c'est simplement qu'à cette période de l'année, on a certainement un bouchon vaseux qui va se retrouver plus en amont et une recharge qui se fait à cet endroit-là, au niveau de cette vasière. Si on regarde, ne serait-ce que de manière... c'est quelque chose qui était déjà assez visible et qui est quelque chose d'assez récurrent, hein. Donc vous voyez ici la vasière, donc c'était en 2022, hein, sur cette image-là. Alors, vous avez Monsieur Orvin qui gêne un petit peu votre vision, mais ça devrait aller. Et ça, vous voyez, on est au niveau de mars. Donc en mars, la vasière, vous voyez, on voit du cailloutis avec un petit peu de vase. Et par contre, on voit bien la recharge, hein, qui se fait en période jusque fin novembre. Donc là, on y était en novembre, hein, donc vous voyez bien qu'on a une vase qui est beaucoup plus liquide en surface et qui est venue se déposer par-dessus ces cailloutis. Donc ça, c'est quelque chose de récurrent qu'on retrouve depuis plusieurs années, hein. Donc on y était en 2022, c'est quand on a été regardé un petit peu, pour moi, pour la première fois sur cette vasière, hein, quand on commençait à réfléchir au projet. Je vous ai dit, une de nos questions, c'est effectivement la variabilité spatiale. Donc parallèlement à la mesure, aux données que je vous ai montrées précédemment, qui sont encore une fois sur des surfaces très très petites, eh bien on s'est interrogé avec les variations spatiales. On a utilisé un drone, donc ici on fait du lidar, hein, pour ce qui nous concerne. Donc vous avez les petites couleurs, elles correspondent, hein. Donc ça, c'est toujours l'évolution topographique sur le point qui est ici, au niveau de la mesure. Donc en rouge, vous avez mars 2024, août 2024 en vert, et en bleu mars 2025. Ce qu'on voit, hein, alors la difficulté là-dedans, c'est pour ça que je ne vous présente pas de carte différentielle, et j'ai posé une question ce matin. On va être dans la gamme d'erreurs de la mesure lidar plus l'erreur sur le GPS, etc. Donc voilà, ça me paraît toujours un petit peu compliqué de présenter des différentiels. Cependant, ce qu'on voit quand même, hein, on va avoir petit à petit des choses, notamment dans la partie basse de l'estuaire, de la vasière, des couleurs qui vont être de plus en plus bleues, donc qui vont marquer aussi cette érosion. Donc ici, je ne vous présente que 3 cartes, hein, évidemment, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. On a fait 8 campagnes au total sur une année et demie. De la même manière, hein, ici sur la vasière de Lillebonne, donc on voit bien les couleurs un petit peu plus chaudes, pour le dire rapidement, en période de recharge, notamment en novembre, alors qu'ici on a
On a des couleurs qui sont un petit peu plus froides en mars 2025 ou en mars 2024. Donc ça marque bien, là c'est à l'échelle de la vasière, on a une érosion recharge qui se fait quasiment sur l'ensemble de la vasière nue. D'accord. Et pour finir, hein, pour la vasière nord, alors pour être tout à fait honnête, quand j'ai fait cette figure-là, je me suis posé la question si j'avais pas un problème, tellement les mesures sont, comme vous voyez, elles sont vraiment très très similaires, hein, à part peut-être ici à la rupture de pente en bas, mais tout le reste est vraiment très très similaire. Non, voilà, j'ai bien vérifié 2 fois que c'était bien les bonnes données, donc il marque très très nettement sur l'ensemble de la vasière. Alors encore une fois, enfin l'ensemble de la vasière, pardon, l'ensemble de la zone qu'on suit, hein. Ça ne veut pas dire que toute la vasière nord est en stabilité, bien évidemment, mais sur la zone qu'on suit, on a une stabilité qui est assez remarquable sur cette partie de la vasière. Alors, je vous ai montré que les grandes échelles, hein, mais alors je ne l'ai peut-être pas dit au début, mais quand on fait les données LIDAR, on est environ à 600 points au mètre carré, hein. Donc, on s'intéresse aussi au rôle de la topographie et de la microtopographie sur le développement du microphytomatose, donc vraiment à toute petite échelle, hein, parce qu'on a une très forte hétérogénéité spatiale, mais ça c'est Augustin qui va le présenter. Merci Julien. Alors moi du coup ma thèse elle porte sur le microphytomatose et la cartographie de la biomasse du microphytomatose. Donc je vais peut-être faire juste un petit rappel sur ce que c'est que le microphytomatose, puisque je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec la notion. C'est donc tous les organismes, les micro-organismes photosynthétiques qui vivent sur le fond, donc sur le benthique, et dans le cadre des vasières estuariennes intertidales, qui sont donc découverts à marée basse. Donc on peut voir donc là on a des photos à différents sites à différentes saisons, qu'on a des patchs en surface de différentes couleurs et différentes concentrations, donc on a effectivement une hétérogénéité spatiale. On peut, en fonction de la couleur, avoir déjà une idée des espèces qu'on a dans le biofilm. Parce que quand on a un biofilm plutôt marron, on peut dire, sans trop se mouiller, qu'on est en présence de diatomées via la composition pigmentaire. Et quand on a un biofilm plutôt vert, qu'on est sur des eugènes, par exemple. Ce microphytobenthos, il rend plusieurs services écosystémiques dans la vasière. Donc là, j'ai mis une figure de Hop de 2020 qui a fait un papier pour quantifier, pour faire l'inventaire de ces services. Et donc, elle en a identifié plusieurs, notamment la biostabilisation, puisque donc le microphytomatose, en sécrétant des EPS, donc extracellular polymeric substances, est capable de stabiliser le sédiment et de limiter l'érosion. Il participe aussi au nutrient cycling, au recyclage des nutriments, à la production primaire, mais là je laisserai Ajar en parler mieux que moi après, donc il participe au flux de CO2, aux échanges de carbone entre l'atmosphère et le sédiment. Et ils sont également partie importante de la biodiversité, puisqu'ils sont à la base de la chaîne alimentaire dans les vasières intertidales. Pour quantifier ces services, classiquement, on essaye de quantifier la biomasse de microphytomatose, et cette biomasse est approximée par la concentration en chlorophylle A, concentration surfacique, donc en surface de vase. Et donc, traditionnellement, on vient faire de l'échantillonnage en surface de vase, et ensuite, on peut quantifier, à partir des échantillons qu'on a fait, la quantité de chlorophylle A par HPLC, par exemple. Mais ça, c'est une méthode donc, qui prend du temps, qui coûte de l'argent, et en plus, qui ne fait qu'une mesure de biomasse en un seul point. Donc, du coup, ça fait plusieurs années maintenant que la télédétection est arrivée pour faire des cartes de la biomasse de microphytomatose. Donc la télédétection, donc on en a déjà pas mal parlé avant, mais donc très rapidement, c'est comment la lumière va venir interagir avec le biofilm, et en particulier donc, ses pigments, et comment elle va interagir avec la chlorophylle A. Et on peut faire des indices, donc par exemple le NDVI dont on a largement parlé, qui est un proxy de la biomasse. À partir de la télédétection, on est capable de faire des... donc on a des spectres qu'on peut obtenir par télédétection qui sont dépendants de la biomasse, et donc à partir des indices que j'ai calculés sur mes spectres, je peux les relier à la biomasse, et comme ça donc
relier le NDVI ou autre indice à la biomasse. Donc ça, c'est un travail bibliographique que j'ai commencé, parce qu'en fait, il y a plusieurs papiers qui ont fait plein de choses différentes pour relier indices spectraux à biomasse. Donc déjà, sur l'indice en lui-même, on a le NDVI, mais on n'a pas que lui. Et sur la façon ensuite de relier le NDVI à la biomasse, on a des fonctions linéaires, mais on peut aussi avoir des fonctions non linéaires. Et donc, on a pas mal de choses, il n'y a pas tellement de consensus clair, et ça, c'est un travail synthétique que j'ai commencé, mais work in progress. Et donc, une fois qu'on a une façon d'obtenir un indice spectral et de le lier à la biomasse, on va être capable de l'utiliser sur des capteurs différents, que ce soit des drones, des satellites. Et par exemple, les satellites nous permettent de faire des phénologies, donc de voir comment la biomasse va évoluer au cours de l'année. Là, c'est la phénologie donc du Microphytomatos sur la vasière nord de 2018 à 2024. Donc chaque point, c'est une image satellite. Et là, c'est en NDVI. Mais cette courbe, je peux la passer en biomasse grâce à une fonction dont j'ai parlé précédemment. Et on se rend compte donc qu'on a une biomasse de Microphytomatos dans la vasière nord qui a un maximum en août. Et ça, c'est très cohérent avec ce qu'on observe sur le terrain. Donc quand on y va, on voit bien qu'en août, on a en général plus de biomasse que les autres mois. Mais cette estimation de biomasse par satellite, elle n'est pas sans biais, et ça, c'est une part importante de ma thèse. Tout d'abord parce que le biofilm de Microphytomatos, il est extrêmement dynamique dans le temps. Ça, c'est les résultats d'une expérimentation qu'on a fait il y a quelques semaines, dont le but était de voir la réponse temporelle du biofilm à des événements extrêmes de température. Mais c'est pas tellement ça que je vais vous montrer aujourd'hui. Ce que je vais vous montrer, c'est surtout qu'en fait, la valeur de NDVI au cours d'une seule et même marée varie énormément. On peut passer du simple au triple en l'espace de 1h30. Donc, et lorsque le satellite passe, c'est relativement aléatoire. Enfin, lui, il passe à heure fixe, donc à 11h UTC, si on prend Sentinel-2. Mais le temps, donc cette heure comparée aux conditions de marée du jour, est assez aléatoire. Et donc, en fait, on va avoir une valeur de NDVI qui va dépendre énormément du temps auquel est passé le satellite. Donc, d'où l'importance d'avoir des données à haute fréquence temporelle quand on étudie le Microphytomatos. Et si on parle de dimension spatiale, ça c'est un autre volet. On a fait des vols drones sur tous nos sites lors de toutes nos campagnes. Et ça, c'est un exercice qu'on a fait donc on a pris nos données drones qui ont une très fine résolution spatiale, et on les a agrégées on a réduit la résolution de nos données drones pour les ramener à une résolution qui aurait été satellitaire, puisque le satellite a un pixel au sol de 10 mètres par 10 mètres, si on prend Sentinel-2, donc de 100 mètres carrés. Et dans 100 mètres carrés, on se rend bien compte, quand on voit les biofilms de Microphytomatos, qu'il y a une forte hétérogénéité spatiale qui peut induire un biais. Et donc ça, c'est un biais qu'on a tenté d'estimer lors de l'estimation de la biomasse de Microphytomatos, qui est site et saison dépendant. Mais on peut quand même, on a quand même des idées sur ce biais. On sait qu'il est systématiquement négatif. Quand on passe d'une échelle fine à une échelle plus large, on a toujours tendance à sous-estimer. Donc en fait, quand on fait une estimation de biomasse à partir d'un dataset satellitaire, on a tendance à sous-estimer cette biomasse. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on peut mettre un au moins. Si c'était une surestimation, ce serait plus problématique. Et on observe quand même des choses. On voit que le biais est plus faible lorsqu'on a une forte biomasse, parce qu'elle tend à être plus homogène, que lorsqu'on a une faible biomasse où du coup elle est plus hétérogène et on a un biais plus fort. Donc voilà, là il n'y a pas encore toutes les courbes parce que ça demande pas mal de temps de calcul et c'est en cours de calcul. Mais dans l'idée, on a toutes les données pour le faire. Et donc je vous ai parlé des services rendus par cette biomasse de Microphytomatos. Et donc un des services qu'on a étudié, c'est les flux de carbone, et je vais laisser Ajar présenter les résultats. Merci. Alors, la production primaire brute du Microphytomatos, cette partie s'intéresse en fait
à l'étude des flux de carbone par la production primaire, qui peut être définie comme le taux total de la transformation de l'énergie solaire en énergie chimique. Et comme les vasières intertidales ont montré une capacité de stockage du carbone environ de 500 millions de tonnes par an à l'échelle mondiale, ces écosystèmes commencent à avoir plus d'intérêt dans le Global Carbon Budget. Les flux de carbone sont mesurés soit par des tours, des dicovariances ou par l'utilisation d'une instrumentation qui mesure la concentration en carbone. C'est l'IRGA, c'est notre cas. Elle mesure la concentration en CO2 par la lumière de l'infrarouge. L'IRGA est attaché à des chambres benthiques. La transparente, c'est pour la mesure des concentrations en carbone durant le processus de photosynthèse, et la noire durant la respiration. Et en parallèle, on s'intéresse aussi à voir les conditions environnementales qui impactent ces flux, notamment l'intensité de la lumière et la température du sédiment. Et en analysant les concentrations du carbone en chaque seconde, on remarque que pour la photosynthèse, on a une pente qui est positive, qui indique une capture du carbone et le stock. Par contre, durant la respiration, on a la libération du carbone, et aussi le coefficient de la pente durant la photosynthèse est beaucoup plus élevé par rapport à la respiration, ce qui indique que le milieu est assez productif. Ici, on évalue les flux du carbone et la production primaire brute pour les 4 saisons. Et comme évoqué par Augustin, les saisons les plus productives sont notamment les saisons les plus chaudes, en été et au printemps, moins productives en hiver et en automne. Mais une anomalie a été constatée au niveau du printemps, ce que peut indiquer en fait que la température des sédiments peut influencer fortement sur la production de microphytobenthose. Alors, pour mieux caractériser ces flux, on s'appuie sur la télédétection, notamment la télédétection hyperspectrale, avec une résolution radiométrique plus élevée. Et en fait, on essaie de capturer et d'acquérir des images à l'échelle de nos chambres benthiques et d'analyser chaque comportement spectral pour chaque chambre. Et ici, on remarque qu'à partir de l'analyse du spectre hyperspectral, on peut déduire des zones d'intérêt, notamment la zone entre les 600 et 700 nanomètres, qui représente une absorption de la chlorophylle A. Par la suite, ici, on essaie d'acquérir des images avec une hétérogénéité, notamment première image, peu de biomasse, biomasse moyenne et une forte biomasse au milieu des spartines. Et ces valeurs-là sont reliées à l'indice hyperspectral, où on remarque que ça varie en fonction de la présence de la biomasse. Il est aussi important de relier indice hyperspectral flux de carbone avec les conditions environnementales, notamment l'intensité de la lumière et la température du sédiment. Et en comparant la production primaire brute entre Seine et Loire, on constate que la Loire est plus productive par rapport à la Seine. Et au niveau de la Seine, Lillebonne est beaucoup plus productive par rapport à la Vasière Nord. Et ça est fortement lié par la présence d'une intensité de lumière plus importante au niveau de Lillebonne.
Pour les températures, déjà, c'est évident que plus la température des sédiments est élevée, plus la production est importante, mais on a pu se concentrer sur un intervalle des températures optimales pour la production qui est entre les 15 et 20 degrés Celsius. Par la suite, on utilise un autre type de caméra, toujours hyperspectrale, mais cette fois-ci avec une résolution focale plus importante pour pouvoir upscaler nos observations qui sont un peu ponctuelles au niveau de chambres benthiques et en utilisant les images de chambres benthiques, on essaie d'alimenter notre base de données pour créer un modèle à la fois qui prend en considération la mesure des flux de carbone, les conditions environnementales et les indices hyperspectrales. Ici, c'est un exemple du passage de l'indice hyperspectral à la production primaire brute. Et pour la valeur d'indice, elle varie entre 0,08 et 4 pour les milieux plus productifs, ce qui est traduit par une production un maximal de 42 mg du carbone, et qui est relativement faible en la comparant avec la moyenne des productions. Et ça, c'est expliqué par un jour qui n'est pas vraiment... c'était pas une belle journée, puisqu'on avait une intensité de 130 micromoles par mètre carré, et qui est relativement faible, et une température des sédiments à 15 degrés. Et voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous les trois. Tout nous a pris un peu par surprise comme ça, sans slide conclusif. Donc c'est. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Moi, il y a quelque chose dans votre présentation qui me gêne, c'est que ce que vous appelez vasière de Lillebonne me semble être, et je ne me trompe pas, l'embouchure du commerce. Et je suppose que vous avez regardé ce que le commerce vous déverse comme élément venant de l'amont, bien sûr, en nitrate en particulier. Situation que vous n'avez pas sur la première vasière et qui, à mon avis, trouble, modifie votre situation. Enfin, ce ne sont pas seulement les apports de Seine et le flux, enfin le flot et le reflux, mais il y a cet apport. Quant au cas du trait, l'ancien trou de Seine du Malaquis, devenu vasière, est alimenté un peu de la même façon par diverses sources qui ne sont pas une nouvelle fois des sources de Seine, mais des sources des terres autour, des coteaux, etc. Donc, bon, puisque vous êtes au début de l'étude, je vous soumets ça et bien, j'attends dans quelques temps vos conclusions. Mais le parallèle n'est pas possible, en tout cas, avec la première vasière. Toujours pas. Vas-y. Oui, merci beaucoup pour votre rapport. Alors, le but n'est pas forcément de faire
une comparaison du fonctionnement de l'ensemble, mais vraiment de regarder les variabilités à petite échelle et comment on peut les prendre en compte, ces variabilités, pour qu'elles puissent être intégrées par rapport à l'image satellite pour avoir une vision sur des plus grandes zones. Effectivement, donc on ne regarde pas forcément au niveau du fonctionnement parce que, alors on a fait des choses. Hein, Lillebonne en face, il y a aussi un site avec en vasé, hein, on va dire, qui a un fonctionnement sédimentaire différent, où on retrouve du microphytomatose. Donc on a une variabilité très importante en fait en fonction du site qu'on regarde. Alors peut-être que ce que j'ai dit au départ, c'est pas une comparaison entre les sites. C'est vraiment de travailler sur différents sites pour avoir différents types de signaux pour pouvoir intégrer ces différents signaux et avoir une idée de la variabilité et de l'erreur qu'on fait quand on remonte vers l'image satellite pour travailler en grande échelle. Oui, bien sûr, un peu pour aller dans ce sens aussi, effectivement, on était dit que la vasière de Lillebonne, elle était très productive, en fait. C'est pas forcément exclusivement pour la lumière, peut-être qu'en effet, les apports comptent aussi dans les définitions des patrons. Mais dans l'idée générale, en fait, l'idée, c'était, comme a dit Julien, d'arriver à avoir des éléments pour apprendre, en fait, un suivi à plus large échelle, pour comprendre le fonctionnement et apprendre le suivi à plus large échelle, et aussi peut-être éventuellement avoir les premiers éléments pour une typologie de vasière. Donc voilà, est-ce que ça tient mieux s'il y a des éléments justement affluents? Quelle est la position? C'est des premiers éléments. Il y a d'autres questions? Oui, ça va être pour Julien. Merci pour la présentation à tous les trois. Julien, tu t'es pas autorisé pour le moment, tu as été prudent sur l'utilisation des MNT. Ma question, c'est est-ce que il y a des traitements à faire encore pour faire qu'ils soient à l'avenir comparables, ou est-ce que finalement c'est ta pré-conclusion? Je sais que le projet n'est pas terminé, donc on attendra à la fin. Mais est-ce que ça veut dire que les MNT sont pas... On voyait qu'il y avait quand même des variations qui étaient de l'ordre de 10 cm, donc assez significatives. Est-ce qu'on pourra quand même les voir? Quel est ton point de vue actuellement sur l'utilisation des drones pour faire des suivis? Parce que c'était ça aussi l'idée de la méthode. Bien sûr. Disons que je suis assez confiant je suis assez confiant. On a quand même, donc, alors on va rentrer un peu dans la technique, mais c'est effectivement du vol automatique parce que c'est du positionnement RTK. Mais sur chacune des vasières, en fait, on a des zones qui sont des points fixes. Donc, en corrigeant les points fixes, si on a un petit delta, enfin plusieurs points fixes, a priori, on va pouvoir être assez précis sur les choses. Après, tu maîtrises pas, c'est là où je suis plus prudent. Enfin, tu maîtrises pas. Tu as toujours une erreur instrumentale liée au drone, enfin au positionnement du drone lui-même, au DGPS, etc. Donc après, moi, interpréter des choses en dessous de 5 cm, on peut toujours, mais tu es dans la gamme d'erreur, quoi. Là, dans ce qu'on regarde, je pense qu'on peut y aller, mais voilà, avec attention. Enfin, je suis prudent sur les choses, tu connais. Mais je pense que pour répondre plus clairement, parce que là, je suis pas très clair, pour répondre plus clairement sur des variations au-delà de 5 cm, je serais, je pense on peut être sûr de ce qu'on a. Différencier de plus de 5 cm, on pourra y aller, je pense. Je peux continuer ou pas? Ou il y a d'autres questions? Parce que je vois pas le public derrière, c'est pour ça. C'était une question pour Adjar. Je me demandais par rapport aux images que tu as de production primaire avec la caméra qui te permet d'avoir une zone assez grande. Est-ce que vous arrivez à avoir une incertitude sur le passage, enfin quantifier le changement d'échelle entre l'échelle de la caméra et l'échelle du satellite? Parce que l'idée derrière, je pense, c'est d'utiliser les images satellites pour calculer la production primaire à l'échelle plus globale, à l'échelle de sites, mais voire plusieurs sites, donc même de l'estuaire en globalité. Et donc, est-ce que vous arrivez à utiliser les différents moyens d'observation pour quantifier les incertitudes associées au changement d'échelle ou le fait que le satellite voit des gros pixels quand même? Pour mon cas, là, j'utilise une caméra Handled et l'autre caméra au tripied. Et ce sont des caméras qui ont résolution radiométrique
à peu près les mêmes. C'est vrai, on passe par un rééchantillonnage, mais là, pour le passage au satellite, je pense que c'est plus Augustin qui travaille sur le biais du passage par le drone au satellite. Je ne sais pas si tu... Ouais, on a discuté en fait de faire quelque chose d'assez similaire à ce qu'on a fait en biomasse, mais pour la GPP. Mais pour l'instant, c'était juste une discussion qu'on a eue, on n'a encore pas du tout travaillé là-dessus. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Moi, j'avais une question plus sur la portée, en fait. Est-ce qu'à partir des identifications, justement, de ces biofilms, est-ce qu'on a la possibilité d'extrapoler sur des vasières qui seraient plus stables ou moins stables que d'autres? Est-ce qu'à partir de ces outils-là, on pourrait se dire, bah là, voilà, on a telle signature, enfin telle signature. Est-ce qu'on peut se dire, bah, c'est une vasière qui est plutôt dans une phase de sédimentation, de stabilisation, ou au contraire, est-ce qu'on a possibilité d'avoir ce type d'information? Je vois Julien qui fait comme ça de la tête, alors. C'est Je ne Julien sais qui a fait pas. le nom de la tête, alors. Mais ça paraît un peu compliqué. Non, non, oui. Et puis par rapport à ce que tu dis, si on prend un exemple, voilà, pour prendre très concrètement, si on va sur la vasière du trait, bah, parfois on y a été, il y avait énormément, en été, il y avait énormément de biofilms présents, et à d'autres périodes, il n'y en avait pas du tout, alors que c'est une vasière qui est tout le temps en érosion. Je pense que tu as une variabilité en fait temporelle par rapport à la température, par rapport à d'autres paramètres qu'on regarde pas forcément, mais notamment température et ensoleillement, en fait, qui jouent énormément. C'est-à-dire qu'on a des missions où, sur la vasière nord, ça marchait très bien, pas de souci. Enfin, il y avait du monde, comme moi je dis, hein, simplement. Et puis, bah, parfois, il y avait beaucoup moins. On a dû doubler la mission parce qu'il y avait carrément personne sur la vasière. Donc déjà, intrasite, déjà, il y a pas mal de variations, en fait, sur les sites. Je ne sais pas si tu veux compléter, Augustin. Et les paramètres ne sont pas forcément simples à déterminer. Bah oui, par exemple, en mars 2024, la toute première, il y avait vraiment personne nulle part. Ça faisait un peu peur, mais donc il y a une forte variabilité de la fraction qui est visible en surface par rapport à la fraction totale. Ouais. Merci beaucoup.